Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo extrêmement importante sur ma chaîne qui corrobore et qui relie vraiment à toutes mes vidéos, à toutes les séquences économiques, politiques et notamment aussi scientifiques, notamment avec l'agenda 21, les chaînes trail que je verrai plus tard notamment. C'est bien évidemment le système solaire. Une vidéo bien évidemment qui doit être faite sur ma chaîne puisqu'il y a 2 ans quand même, hein, j'avais parlé du système solaire, des éclipses, etc. Et il me semble que cette vidéo est primordiale pour comprendre ce qui se passe au niveau céleste, bien sûr. Alors, bien évidemment, cette vidéo a pour but d'informer, elle n'a pas pour but que vous soyez d'accord avec moi. C'est pas le but, bien sûr. N'hésitez pas à émettre vos avis sur, au niveau des commentaires, c'est important. Donc ça, c'est mon raisonnement sur le système solaire, quand même basé sur des faits. Hein. C'est un raisonnement scientifique. Alors moi, personnellement, depuis les années 90, je regardais les documentaires scientifiques, et donc je suis extrêmement à l'aise. Ce qui n'est pas forcément évident pour vous, donc je vais essayer d'être le plus didactique possible. C'est pas non plus évident de comprendre en réalité le système solaire et tout ce qui s'est passé post-révolution copernicienne. Bien sûr, peut-être d'autres seront réfractaires par rapport aux connaissances scientifiques, mais pour moi, il n'y a pas de barrière. Je vais un peu partout, mais justement, sur ma chaîne, j'essaye d'être très concis, très précis, de ne pas aller dans tous les sens au niveau des informations, parce que bien évidemment, euh, sur cette chaîne, j'ai eu une vidéo supprimée parce que je ne peux pas supporter que une partie de la population, qu'on appelle élite, ait ses connaissances et que nous, le peuple, nous n'ayons pas ces connaissances ou que nous n'ayons pas accès ou que d'autres personnes ont des difficultés hein, au niveau scientifique et c'est parfaitement compréhensible. Moi, humblement, honnêtement, j'essaye de vous informer. Alors, tout n'est pas parfait, c'est pas le but. J'essaye de faire au mieux, essayer de le comprendre et je vous en remercie par avance pour cela, bien entendu. Alors, le système solaire, bien sûr, c'est très important de s'éloigner de l'ignorance. Euh, Bien évidemment, alors sur YouTube, il y en a plein hein, qui parlent du système solaire. On a Ben Garneau et Rorschach. Il n'est plus sur le net, mais bon, en tout cas, ils nous ont, ces deux personnages-là, ces deux chaînes-là nous ont alimentés hein, en information et je les remercie bien sûr. Hein, c'était très important. Moi, pour ma part, j'apporte au collectif et ma vision sur le système solaire parce que je suis extrêmement à l'aise et je vous donne mon raisonnement. Il y a quand même beaucoup d'informations, donc c'est peut-être possiblement une vidéo à regarder en plusieurs fois. C'est quand même pas si facile, hein, parce qu'on est en fin de cycle. Hein, on est en fin de cycle, il faut essayer de le comprendre, notamment le 11 septembre 2001. Ça correspond à certains événements célestes. Il y a aussi l'astrologie, ce qui est une autre science, donc il y a quand même beaucoup de choses. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire très concis, de ne pas aller dans tous les sens. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne vidéo. Notre système solaire sur le site sboas.free.fr. Alors, dans un premier temps, on va essayer de comprendre cet ensemble qu'est le système solaire. C'est un blog hein, de Serge Boas, bien sûr. Comme d'habitude, je vais en lire la quintessence. Alors, notre système solaire. Le système solaire, c'est l'ensemble des objets qui se trouvent au voisinage du Soleil. Plus précisément entre le Soleil et l'héliopause. L'héliopause, c'est donc le nom que l'on donne à la frontière du système solaire, où on va dire à peu près, nous avons le nuage d'Oort. C'est la surface sur laquelle l'influence du Soleil et celle des autres étoiles s'équilibrent. Car, faut-il le rappeler, les autres étoiles sont des soleils. Ou plus exactement, le Soleil est une étoile. L'héliopause, du grec hélios, est très loin, elle se situe à plus d'années-lumière de nous, si vous préférez 10 000 milliards de kilomètres. Il s'ensuit que le système solaire est très grand, beaucoup plus grand que ce que j'imaginais lorsque j'étais enfant, et que je croyais qu'il s'arrêtait à l'orbite de Pluton, la planète la plus éloignée, connue à l'époque, 1000 fois plus grand.
Alors, qu'est-ce que contient ce système solaire? L'étoile Soleil, bien sûr, les planètes, au nombre de 8. Pluton était rétrogradé au rang de planète naine. Planète naine, vous verrez que ce sont des planètes qui ont une orbite un peu plus, qui est un peu plus inclinée, on va dire. Voilà. Donc c'est plutôt cohérent, logique qu'on dise que Pluton est une planète naine. Donc les planètes classiques, puis les planètes naines, Eris, Pluton, Makemake, Oméa, Sedna, Ka, Aura, Orcus, Ceres. Les astéroïdes, bien sûr, les satellites de toutes ces planètes. Et les planètes naines, les comètes, un certain nombre d'astrophoies très éloignés. Bien sûr, beaucoup de vide, c'est le plasma, on est bien d'accord, mais rempli de particules, le vent solaire. Donc le vide, c'est le plasma. C'est ce qui sous-tend la réalité des particules. Mais bon, scientifiquement, c'est compliqué quand même. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas aller dans tous les sens. Donc là, c'est très intéressant comme photo. Là, on a bien sûr la Terre, Vénus, Mars, Mercure et Pluton. C'est très intéressant. Puis là, on a Jupiter, Saturne, bien sûr. C'est très, très, très intéressant. Et là, nous avons le Soleil. Alors, bien sûr, les planètes orbitent autour du Soleil à peu près dans le même plan, ce qui permet de dresser une carte du système solaire. L'unité de base pour faire des mesures de distance dans notre système solaire, c'est une unité astronomique qui est égale à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit 149 millions de kilomètres. La Terre est la troisième planète en comptant. À partir du Soleil, bien sûr, comme c'est l'usage, on voit que les 4 planètes les plus proches du Soleil, qui constituent le système solaire intérieur, sont bien plus proches du Soleil que les autres. Entre Mars et Jupiter, il y a une grande zone large de 4 unités astronomiques qui ne contient pas de planètes, seulement des astéroïdes. C'est ce que l'on appelle la ceinture d'astéroïdes. Alors on peut supposer que bien évidemment, comme ces planètes, comme ces astéroïdes, veut dire, ont une forme elliptique, bien évidemment, c'est que c'était une planète. Alors on est bien d'accord. Parce qu'on nous dit qu'il y a des astéroïdes dans le système solaire. S'ils se mettent en forme orbitale, comme ça, comme si c'était une planète, c'est que c'est une planète qui a été détruite. À travers l'histoire du système solaire, tout simplement. Et on a plein de légendes autour de cela, bien sûr. Le Soleil, notre étoile, est donc l'étoile la plus proche de la Terre qui tourne autour de lui en 365 jours. Il est en effet situé à 149 millions de kilomètres de la Terre seulement. L'étoile suivante, Proxima du Centaure, est 288 000 fois plus lointaine. Le Soleil est plus grand, très grand par rapport à la Terre. Son diamètre est 109 fois celui de notre planète, soit 1 392 000 km. Le Soleil contient ainsi 99,8% de la masse totale du système solaire et est composé principalement d'hydrogène et d'hélium. Voilà. Donc là, nous avons l'étoile. Et puis la planète Terre, que nous voyons en plus petit, c'est quand même impressionnant. Alors, moi, quel est mon raisonnement par rapport à ça? Bon, j'ai un raisonnement très intéressant. Bien évidemment, je vais continuer. Je vais vous le donner tout de suite, c'est plus facile parce que j'ai aussi un autre onglet très intéressant pour voir la vitesse du Soleil dans l'espace, comment il se déplace. Mais moi déjà, il y a quelque chose qui m'embête. Là, on voit ce gros ballon de foot. On voit ces petites billes ici. Avec les autres petites billes qu'on voit pas. On voit Pluton, on peut voir les autres naines, Sedna, etc. Il y a quelque chose qui m'embête. Parce que je trouve que, bon, je sais pas, mais effectivement, c'est une étoile très riche. On voit les autres planètes là. Et j'ai l'impression qu'il manque quand même quelque chose. Déjà, on a des planètes naines qui ont pas qui sont pas sur le même plan de l'écliptique. Et puis, au niveau de la masse et de la vitesse, je veux dire, si c'est uniquement pour faire avancer ça, pour faire avancer toutes ces planètes, je veux dire, il manque quelque chose. Donc il y a un différentiel massique, il y a un problème massique, juste au niveau de la vision. Ce n'est pas une question d'avoir des preuves scientifiques, c'est juste avoir un raisonnement logique. C'est beaucoup trop gros pour uniquement faire avancer ces masses très très légères. L'univers est cohérent, l'univers est harmonieux, l'univers est équilibré et intelligent, et vortexial, bien sûr. Et
Alors, j'ai une image très intéressante, hein, comparée. Alors, ça, c'est bien sûr la musique Interstellar, hein, Stay, bien sûr, classique, qui nous accompagne dans cette vidéo. Et puis là, nous avons l'image du système solaire classique, qu'on retrouve sur Wikipédia, hein, enfin, ou alors sur Google, bien sûr. Voilà, on a le plan de l'écliptique. Voilà, on a les planètes sur le plan écliptique. Et puis tout d'un coup, dès qu'on a Pluton, c'est-à-dire les planètes naines, eh bien, elles ont tout d'un coup une autre forme écliptique. Bon, là, je vais passer les planètes, bien sûr. Vous pouvez voir vous-même, hein, sur Internet, il n'y a pas de souci, hein. C'est très, très, très intéressant, bien sûr. Il y a vraiment plein de choses. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Alors, bien sûr, je vais faire en plus petit ici. Hop là. Alors, donc là, si vous voyez bien, hop là, je ne sais pas si vous voyez, alors je vais dézoomer au niveau du système solaire, voilà, donc là on voit bien les planètes, c'est pas si évident que ça de voir, et on voit la ceinture de Kuiper bien sûr, et puis les planètes qui ont une autre ellipse. Vous voyez que c'est moins évident comme ça, voilà. On a par exemple, on a Makemake, on a aussi Eris. Ils ont une toute autre forme, vous voyez. Ils ont une toute autre orbite elliptique, donc c'est pas le même plan, on est bien d'accord, hein, c'est pas le même plan de l'écliptique. Ces planètes-là ont une autre forme écliptique. Et on me dit que ce sont des planètes naines. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que ces planètes-là sont liées au Soleil ou à autre chose. Alors quel est mon raisonnement personnel par rapport à ça? Je vais vous le donner, mais bien sûr avant ça, c'est... Alors là, ce qui est intéressant, sur une fenêtre sur le monde, que je voulais vous montrer, comme je vous ai dit, hein, c'est une vidéo complexe, hein, donc voilà, là on a le système solaire de l'extérieur, et justement, parce que comme je vous ai dit que la création est harmonieuse et toujours dans une logique d'imbrication, donc là on voit bien, on a le nuage d'Oort, mais ça me fait penser à une cellule humaine, une cellule eucaryote. Regardez, on a un nuage d'Oort, mais ça nous fait penser à une cellule. C'est un nuage qui protège, on a l'impression, comme le plasma, hein, des cellules, et on a le nuage d'Oort qui protège, à peu près des limitations du système solaire, et puis là on a le plan de l'écliptique, et puis on a un peu Pluton comme ça. Donc ça, c'est le volume. C'est toujours dans un raisonnement statique. On est toujours dans un raisonnement statique. Une photo prise voilà, sur le moment d'ailleurs. Mais on n'a pas la dynamique dans la galaxie. Donc j'y viens. Alors bien sûr, ça c'est un site classique, hein, Futura Science. À quelle vitesse se déplace la Terre dans l'espace? C'est très intéressant. Un article de Xavier Dimmersman. Je vais en lire les quintessences comme d'habitude. Alors, à quelle vitesse tourne la Terre sur elle-même? Tout d'abord, en voyant notre déplacement à la surface de la Terre par rapport à son centre, en France métropolitaine, en raison de la tectonique des plaques, on parcourt en moyenne en centimètres par an vers l'est. 1 centimètre, je veux dire, vers l'est. L'Afrique, quant à elle, remonte à 2 cm par an vers le nord, mais le record revient à la plaque pacifique qui avance d'environ 10 cm par an vers le nord-ouest. Alors, autre mouvement à prendre en compte, la rotation de la Terre sur elle-même. Aux latitudes de la France, elle est d'environ 1100 km par heure. Au pôle, elle tombe à seulement 3 km par heure, tandis qu'à l'équateur, 40 000 km en 24 heures, elle atteint 1600 km par heure. À noter que notre planète tourne moins vite sur elle-même qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Alors, quelle est la vitesse de la Terre autour du Soleil? Autour du Soleil, cela va beaucoup plus vite, comme chacun le sait. La période de révolution de notre planète d'origine est de 365,6 heures. Une année donc pour boucler son orbite elliptique autour du Soleil, un circuit presque circulaire long d'environ 940 millions de kilomètres.
Autrement dit, la Terre et nous tous avec elle fonçons à 107 000 km par heure en moyenne, 29,78 km par seconde, parcourant ainsi pas moins de 2,6 millions de kilomètres par jour. Alors là, on est sur la Terre, il y a une attraction gravitationnelle, on ne sent rien, mais dans l'espace, c'est complètement impressionnant. Ça doit être incroyable, bien sûr. C'est vraiment intéressant. Alors là, c'est intéressant comme photo. Nous voyons la galaxie de la Voie lactée et notre position par rapport à celle-ci. Voilà. Là, on est plutôt dans cette région-là. Voilà. Le Soleil se trouve ici. Et puis vous verrez que comment le Soleil avance dans la galaxie, c'est très intéressant. Voilà. Alors pour terminer, à quelle vitesse nous plaçons-nous dans la Voie lactée? Mais ce n'est pas visible. La Terre, comme tous les autres corps du système solaire, gravite autour de son étoile, le Soleil, lequel se déplace autour du bulbe galactique aux côtés de centaines de milliards d'autres étoiles. Donc là, c'est pour ça que moi j'ai mon propre raisonnement. J'y reviendrai juste après. Il nous faut environ 230 millions d'années pour faire le tour de notre galaxie. Le Soleil est situé à environ 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie, dont le diamètre est de 100 000 années-lumière, on l'a vu la photo. Depuis qu'il est né, il y a 4,6 milliards d'années, le Soleil aurait ainsi déjà effectué 20 révolutions selon les sources. Sa vitesse moyenne dans la Voie lactée aussi entre 720 000 km/h par heure et 900 000 km par heure, 200 km/s. Après, c'est l'univers local, etc. Voilà, ça c'est plutôt la vision classique. Voilà. Après, moi j'ai un raisonnement, pas supérieur, mais un raisonnement qui pousse à aller plus loin. Parce qu'il y a eu la révolution copernicienne, je vous ai montré, c'est très clair, le Soleil au centre, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer, bien sûr, le modèle héliocentrique. C'est une vidéo sur YouTube que je mettrai en lien de DJ Sadou. Bien sûr, plus de 6 millions de vues, c'est une vidéo extraordinaire, vraiment, que je vais vous mettre. Et là, on va voir vraiment comment ça se passe dans le système solaire. Et vous verrez que je vais faire un petit stop et je vais vous donner un autre raisonnement. Avec ces planètes orbitant autour du Soleil. Donc vous voyez, on voit bien le Soleil, avec ces planètes qui tournent autour. En plus d'être ennuyé, est également incorrect. Notre système solaire se déplace dans le vide à 70 000 km/h. À présent, imaginez plutôt ceci. Voilà, c'est plutôt ça la réalité, effectivement. C'est ce qu'on voit. Des planètes qui tournent comme un système de vortex. Le Soleil qui est un vortex avec les planètes qui tournent autour. Parce que dans la révolution copernicienne, c'est juste, bien sûr, on a une photo à plat, voilà. Mais on n'a pas la photo en temps réel en 3D, qui avance dans l'espace comme ça. Donc le Soleil est comme une comète entraînant les planètes dans sa course. Et donc, j'ai un raisonnement, vous voyez, les formes spiralées, et je me dis, les planètes naines, comment elles font? Elles ont une toute autre écliptique. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'au niveau de la masse, au niveau de l'écliptique, ça sous-tend un autre système. Ça c'est... Je suis effectivement théoricien de la théorie du système solaire binaire et j'y reviendrai juste après. Connaissez-vous le mot vortex? Voilà, c'est tout à fait ça. C'est absolument sublime. C'est quand même incroyable. C'est une harmonie. C'est très vivant. Et nous quand on voit la révolution copernicienne, on le voit à plat. On ne voit pas en 3D dans l'espace comment les choses avancent. Et là, vous voyez qu'effectivement, le Soleil avance, mais vous verrez, effectivement, ça tourne autour de la galaxie, mais vous verrez qu'il tourne autour de quelque chose d'autre. Et ce qui fait qu'il met plus de 200 millions d'années pour faire le tour de la galaxie.
Donc c'est vraiment très 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 intéressant, euh, bien évidemment. Alors je pense que maintenant vous avez compris, hein, donc bon. Après ils expliquent que le mouvement circulaire et le mouvement hélicoïdal sont deux choses différentes. Voilà. La vie crée des spirales, effectivement, hein. La vie est un vortex, pas seulement une rotation. Effectivement, effectivement. On est dans la création. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un raisonnement complémentaire, si je veux dire humble, par rapport à la création, par rapport à cette juxtaposition de toutes les choses que nous voyons dans la création, au niveau du vortex, peu importe la taille, hein. La taille, ça n'a rien à voir. Le système solaire fait partie du vivant, pensez-y en visualisant cette incroyable course spatiale, bien sûr. Bien sûr. C'est très intéressant. Donc, voilà. Moi, c'est pour ça. Bon, regardez, là, on voit Pluton, hein, comment se déplace Pluton, vous voyez. Il ne se déplace pas pareil. C'est très, très, très intéressant comment. euh, donc, voilà pour cette vidéo. Donc, merci à DJ Sado pour cette vidéo. Alors, comme je vous ai dit, mon raisonnement personnel, c'est que le Soleil est trop gros, hein, pour amener toutes, toutes ces planètes dites naines, parce que c'est une vitesse absolument vertigineuse. Donc, ce constat d'ordre massique, hein, comme je vous disais, je suis partisan du système solaire binaire. Donc, je suis partisan du système solaire binaire. Alors, dans tous les systèmes solaires, la plupart des systèmes solaires, les systèmes d'étoiles, ont un système solaire jumeau. Ça n'a rien de conspirationniste. C'est un raisonnement qui est juste. On va beaucoup plus loin, bien sûr. Et c'est vraiment réel. Hein, c'est très important de comprendre ça. Némésis, l'existence du jumeau du Soleil, confirmé. Un article de Fred Zone du 17 juin 2017. Némésis fascine les chercheurs depuis pas loin de 3 décennies. Et deux astronomes extrêmement réputés pensent être en mesure de confirmer son existence. Mieux, ils pensent en outre que la plupart des étoiles de l'univers naîtraient avec un jumeau. Et oui, et oui, et oui, et oui, la plupart des étoiles de l'univers naîtraient avec un jumeau. Bien sûr, bien sûr. Juste entre parenthèses, vous voyez bien, dans l'animation de la vidéo, on n'a pas vu le nuage d'Oort. Vous voyez que c'est impressionnant. C'est qu'on voit le soleil, mais on n'a pas vu le nuage d'Oort qui avance en même temps avec. Hein. Intéressant. Némésis ou Sol B serait une étoile formant un système binaire à très longue période avec notre Soleil. Elle serait née en même temps que ce dernier, mais elle serait beaucoup moins lumineuse et elle tendrait ainsi davantage vers la naine brune. Donc là, voilà, on voit à peu près ce qu'on... Donc, ensuite, juste après, on va essayer de comprendre ce qu'est le Soleil, naine chaude, et cette étoile hypothétique Némésis. Et son système de planètes, naine A. D'après les simulations effectuées durant ces 30 dernières années, l'orbite de cette étoile cachée serait très excentrique et elle aurait besoin de 26 millions d'années pour faire le tour de son binôme. Némésis, le jumeau maléfique du Soleil. Plus intéressant, certains chercheurs pensent que cette étoile causerait régulièrement des perturbations dans le nuage d'Oort, un ensemble hypothétique de plusieurs corps situés au-delà de la ceinture de Kuiper. Pire, la puissance gravitationnelle de Némésis aurait la fâcheuse tendance à attirer les astéroïdes et les comètes composant cet ensemble vers le système solaire. Bien sûr, cette étoile cachée a donné naissance à de nombreuses théories durant ces dernières années, dont une laissant entendre que Némésis pourrait être à l'origine des grandes extinctions des espèces vivantes, et notamment celle des dinosaures. Il faut tout de même signaler que cette théorie n'a rien de loufoque. Elle n'est pas non plus née dans les milieux complotistes. En réalité, elle a été formulée dans les années 80 par Richard A. Muller, un physicien travaillant pour l'université de Berkeley en Californie. Et je reviendrai juste après avec les travaux de Harrington et de Marshall Masters. Le chercheur en effet découvert à cette époque que les grandes extinctions étaient périodiques. Il avait fini par émettre l'hypothèse d'un corps inconnu attirait régulièrement les comètes du nuage d'Oort dans le système solaire, provoquant par la même occasion d'immenses dégâts sur tous les corps le constituant.
Il n'a malheureusement pas été en mesure de le trouver et l'hypothèse a fini par être laissée de côté. Effectivement, hein, une étoile naine, elle n'émet pas de lumière. Hein. C'est de l'infrarouge, donc c'est extrêmement difficile. Alors on voit des vidéos hein, sur Internet sur les planètes du système Némésis, cachées, hein, qu'on appelle Nibiru, etc. Bon, bah, il faut voir. C'est pas évident, hein, quand on n'a pas de qualité scientifique, astronomique, de lever la tête au ciel et de voir. C'est extrêmement compliqué. Et puis vous voyez bien comment on est avec le Soleil, avec l'animation, c'est pas évident. Comment on peut placer le système Némésis dans cet ensemble? La plupart des étoiles auraient un jumeau. Toutefois, certains astronomes ont poursuivi leurs investigations, et c'est notamment le cas de Steven Staller, un autre physicien de l'université de Berkeley. Épaulé par un astronome de l'université d'Harvard, ce dernier a étudié pendant plusieurs mois les étoiles et il en est venu à développer une théorie très intéressante. La majorité des étoiles de l'univers naîtraient avec un jumeau. Eh oui, eh oui. Bien sûr, une théorie n'est intéressante que si elle est prouvée. Et oui, c'est ça la science. Fermement décidés à faire toute la lumière sur l'affaire, les deux scientifiques ont analysé un point très éloigné de la Terre, un point situé à environ 600 années-lumière de notre propre système percé. Pour terminer, ce nuage moléculaire a en effet une caractéristique très intéressante. Baignant dans des gaz très denses, il voit très souvent émerger des étoiles et représente ainsi un formidable vivier pour les scientifiques. En observant la zone, les deux chercheurs ont ainsi remarqué que la plupart des étoiles présentes dans la zone avaient un jumeau. Parfois, les binômes étaient très écartés les uns des autres, mais il arrivait aussi que les deux étoiles d'un ensemble restent proches l'une de l'autre. Ils pensent donc qu'il est parfaitement possible que Némésis soit une réalité, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il a provoqué la disparition des dinosaures, bien évidemment. Donc c'est quand même très intéressant. Alors là, nous voyons le système Némésis, mais je vais revenir. Là, pour le coup, sur le site Univers et mon site, nous avons ce qu'est le Soleil et hypothétiquement l'étoile Némésis et son système. Donc, on va alors d'abord honneur au Soleil, bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'une naine jaune? Le Soleil est un exemple de naine jaune, bien sûr. Très rapidement. Naine jaune. Une étoile jaune de la séquence principale, appelée communément naine jaune, est une étoile de type G5, c'est-à-dire une étoile appartenant à la séquence principale. Sa masse est composée entre 0,2 et 1,2 masse solaire. Les naines jaunes transforment dans leur cœur de l'hydrogène en hélium par un processus de fusion nucléaire. Le mot naine, utilisé pour désigner ces étoiles, fait référence à leur classe de luminosité. Leur température de surface est comprise entre 5000 et 6000 degrés environ et leur couleur jaune vive presque blanc. La durée de vie d'une telle étoile est d'environ 10 milliards d'années. À la fin de leur vie, ces étoiles se mettent à grossir démesurément pour devenir des géantes rouges, comme c'est le cas de Alpha Tauri par exemple. On a aussi Bételgeuse, par exemple. Lorsque ceci arrivera au Soleil, il s'entêtera jusqu'à engloutir entièrement Vénus, Mercure et Terre, tellement ce sera gros, bien sûr. Plus tard, elle s'effondrera à nouveau sur les mêmes, laissant derrière lui une bonne partie des gaz le composant pour former une naine blanche entourée d'une nébuleuse planétaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une naine brune? Une naine brune est, d'après la définition adoptée en 2003 par l'unité astronomique internationale, un objet substellaire dont la vraie masse est inférieure à la masse minimale nécessaire à la fusion thermonucléaire de l'hydrogène, mais supérieure à celle nécessaire à la fusion thermonucléaire du deutérium, correspondant à une masse située entre 13 mJ et 72 mJ. En d'autres termes, il s'agit d'un objet insuffisamment massif pour être considéré comme une étoile, mais plus massif qu'une planète géante. Il y a un accord sur la limite supérieure en deçà de laquelle une naine brune ne peut entretenir la réaction de fusion nucléaire de l'hydrogène, moins de 0,707 masse solaire pour une composition chimique solaire. La limite inférieure, quant à elle, ne fait pas l'unanimité. Un critère couramment retenu est la capacité à fusionner le deutérium. C'est intéressant, la classification spectrale des naines brunes a motivé une extension de celle des étoiles. Elles ont pour type spectral MLT et Y pour les plus froides. L'énergie lumineuse de naine brune est quasiment exclusivement tirée de l'énergie potentielle gravitationnelle transformée
énergie interne par contraction, contrairement à une étoile de la séquence principale qui tire son énergie des réactions nucléaires. La contraction s'achève lorsque se produit la dégénération de la matière, la naine brune, alors en diamètre de l'ordre de celui de la planète Jupiter. En l'absence d'autres sources d'énergie, une naine brune se refroidit au cours de son existence et parcourt les types spectraux M, L et T. Ceci diffère d'une étoile de la séquence principale dont la température effective et le taux spectral restent sensiblement constants. Donc je disais effectivement, hein. Donc au milieu des deux vues, voilà, on a les naines brunes. Voilà. On voit que c'est le soleil en fait qui donne la luminosité. Donc c'est pour ça qu'on voit plein de vidéos sur YouTube concernant ce système Nemesis. Et je reviens justement sur le site brugitar.fr sur les travaux de Marshall Masters, hein, qui nous a décrit le système Nemesis, qui est hypothétiquement l'étoile jumeau du Soleil, qui est une lune brune. Alors, ces noms des planètes-là, ce sont des planètes qu'on n'a pas encore découvertes. Hein. Ce n'est pas les Sedna, Eris, Oméa, Makemake, pas du tout. Ce sont des planètes en plus qui sont dans ce système-là. On ne sait pas où elles sont. Parce qu'elles ne sont pas. On peut croire qu'on les voit par rapport à la lumière du Soleil. Donc on peut dire que ceux-là, on peut les voir par rapport à la lumière du Soleil. Mais c'est quand même un peu plus compliqué. Parce qu'au niveau de l'écliptique, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne m'enfonce pas trop, je reste humble par rapport à ça. Donc qu'est-ce que nous avons? Les travaux de Marshall Masters, basés sur les travaux aussi de Robert Sutton Harrington, qui est un scientifique de la NASA, qui est mort dans d'étranges circonstances malheureusement. Ah. Il a dévoilé quelque chose d'extrêmement important. Il y en a aussi Carlos Muñoz Ferrada, qui a fait aussi des travaux sur tout ce système. Et bien sûr, Marshall Masters, en leur honneur, bien sûr, il leur a donné le nom d'étoile de la planète Hélion, et la planète qu'on dit numéro, qui est la planète la plus excentrée. Vous voyez, c'est la planète la plus excentrée. Donc attention, ça peut être la planète qui peut être... Parce que si on a un système Nemesis qui est très loin, la planète qui sera la plus proche, ce sera la planète Nibiru, avec sa révolution. Donc il faut faire attention. Le problème dans ce monde, c'est qu'on n'a pas les informations des anciennes civilisations. On a bien sûr, que ce soit les Dogons du Mali ou les anciennes civilisations mésoaméricaines, etc. Aussi encore partout en Asie, etc. Ces anciennes civilisations qui ont bâti des constructions, on le voit bien dans la Révélation pyramide de Jacques Grumet, et aussi Bâtisseur de l'Ancien Monde de Patrice Pouillard, que on a des constructions, mais avec un degré équatorial qui a changé. Donc on a peut-être eu un basculement des pôles dans l'histoire de cette planète. Et c'est quasiment une certitude, de toute façon. Et donc là, qu'est-ce que nous voyons? On a peut-être un basculement des pôles de cette planète. Notamment, j'ai fait une vidéo sur The Economist, avec possiblement un basculement des pôles. C'était, il me semble, The Economist, partie 2. Je vais parler aussi d'autres phénomènes aériens aussi. Donc voilà, la planète Arboda aussi. Et c'est vraiment très important de comprendre la réalité du système solaire. Voilà. Après, bien sûr, hein, je ne suis pas là pour dire que c'est vrai, mais il faut avoir conscience qu'effectivement, on parle de réchauffement climatique. Et on a dans les années 2000 quelque chose qui a perturbé tout ce système, depuis avant aussi. Donc ça peut être libéraux, ça peut être aussi un autre phénomène. Et c'est aussi un autre phénomène dont je vais vous parler. Alors, quel est ce phénomène? Sur Elishan, porte du temps, notre rencontre avec la ceinture de photons, bien sûr. Il y a, depuis quelques années, nous rentrons dans une ceinture de photons. Alors, il y a l'étoile Soleil, je vous ai dit qui tourne. Voilà, on voit bien ce vortex qui tourne, qui semblerait tourner autour de la galaxie, mais vous verrez, c'est un peu plus complexe que cela, puisque en essayant de comprendre, d'avancer dans le raisonnement, de comprendre ce qui nous arrive dans ce monde, de ne pas rester comme ça en écoutant les médias mainstream, parce qu'on n'arrivera pas, sinon, on reste humble quand même. On émet une hypothèse, et moi je vous dis, c'est une hypothèse concernant le système Nemesis. Et là, pour le coup, c'est une information quand même importante au niveau de la ceinture de photons.
qui est très important pour ceux qui n'ont pas compris ce que nous vivons en ce moment. Donc c'est très important. Alors qu'est-ce que cet article nous dit? Puis vous verrez on va aller à la rencontre d'un autre système d'étoiles. Ah, intéressant. Alors, grâce à l'instrumentation satellite, des astronomes ont découvert en 1961, comme d'habitude, l'incandescence. Un phénomène céleste qui ressemblerait à une étrange nébuleuse. Nous savons déjà que les nébuleuses sont de vastes agglomérations de gaz et de poussière semblables à de gros nuages, mais celles-ci présentaient des propriétés particulièrement inusitées. On lui accorda le nom de nébuleuse d'or. La découverte de ce phénomène n'aura attiré l'attention du public qu'une vingtaine d'années plus tard, lorsqu'il fut réalisé que la position de la nébuleuse coïncidait avec l'orbite calculée de notre système solaire. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'orbite du système solaire, on rencontre cette séquence photonique. Ah, intéressant. Au début des années 80, la radio américaine annonça, l'auteur peut en témoigner, que notre système solaire allait en effet heurter un nuage électromagnétique, possiblement dans un avenir rapproché. Ah. Cette importante déclaration, qui au niveau historique et astronomique est hautement significatif, fait qu'une moins dans l'indifférence, traité de Pécadille et jeté dans le même chaudron qu'une histoire de faillite d'une compagnie à fiducie. Subséquemment, tout suivi scientifique fut supprimé du public et le gouvernement réussit à étuffer un autre dossier en exploitant avec beaucoup de bruit d'autres nouvelles de moindre importance. C'est à l'époque des années 80, hein, travaux de Marshall Masters de Robert Harrington, et malheureusement, il nous a dévoilé la vérité concernant le système Némésis. Alors, on est dans des plans, certains plans malfaisants, bien sûr. On ne veut pas nous dire les anciennes civilisations et c'est ce qu'elles avaient en réalité, hein, ces anciennes civilisations. Leur connaissance, c'est seulement pour certains initiés, entre guillemets. Hein. Et moi, ces informations-là, je vous les donne. Ah. Alors, il y en a d'autres, hein, comme notamment le traité du feu cosmique de Alice Ann Bailey. C'est quand même un peu plus compliqué, hein, bien sûr. Ça peut être l'objet d'une autre vidéo à ce niveau-là, mais c'est global. Hein, donc il faut comprendre ce qui nous arrive. On est tous reliés à la création, bien sûr. On est tous vivants, on est tous dans cette séquence. Donc et c'est pas une question d'espace, ça n'a rien à voir. Non, non, tout est lié. Hein, c'est très, très, très important. Quelle est la nature de ce nuage électromagnétique, cette radieuse, comme l'ont baptisé certains extraterrestres? Et là, voilà le photon belt, ceinture de photons. Et là, qu'est-ce que nous voyons? On voit un autre système solaire, un autre système d'étoiles, pas un système où des planètes tournent autour. Là, on a un système où des étoiles tournent autour d'une autre centrale. Donc, par un raisonnement, l'étoile, cette étoile ici, est une étoile centrale, qui, elle, tourne autour de la galaxie. Ah, c'est intéressant. Et toutes ces autres étoiles tournent autour de cette étoile centrale. C'est quand même incroyable. Et puis là, qu'est-ce que nous avons? Our Solar System, notre système solaire. Nous sommes la planète la plus éloignée. Oui, nous sommes bien la planète la plus éloignée de ce système d'étoiles. Est-ce que la NASA nous en a parlé? Ça, c'est la réalité. C'est un fait. Voilà. C'est pas une... Effectivement, pour ça je vous précise. Par rapport au système Némésis, c'est une hypothèse. Ça, c'est un fait. Voilà. C'est clair et net. L'étoile Alcyone, regardez sur Wikipédia. Alors, tiens, justement, pour faire la transition, si je dis, on va aller sur Wikipédia. Essayer de comprendre ce qu'est cette étoile Alcyone. Alors, attendez. Ça, voilà, c'est l'étoile Alcyone et notre système solaire. Notre système solaire, la ceinture de photons, notre système solaire qui est la dernière, et les cycles astraux. Ici. Les poissons, et là, nous rentrons dans l'ère du Verseau. C'est notre vidéo, hein. C'est, je pense, une autre vidéo que je vais faire, c'est très complexe. Hein. C'est pas si évident, c'est pour ça que je veux me focaliser sur le système solaire.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'étoile Alcyone? Alors, juste avant de voir ce qu'est l'étoile Alcyone, quand même, c'est sublime. Cette image-là est sublime. Hein. Vous pouvez aller sur Internet, c'est des vraies étoiles qui existent. L'étoile Maya, Marope, Teigeta, Atlas, Electra, Coeleno. C'est des étoiles qui existent. Et oui. Et effectivement, le problème c'est qu'on dit qu'il y a des alpha du centaure, des planètes proches, des étoiles proches. Mais c'est pas une question de ça, c'est une question d'attraction. C'est une question de magnétisme. L'étoile Proxima du Centaure peut être plus proche. Ce sont des étoiles différentes. Ah non, rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut pas, c'est pas un piège, c'est une question que nous, on doit avoir un raisonnement. Un raisonnement humble, toujours dans cette logique attractionnelle, que ce système solaire tourne autour de l'étoile Alcyone. Et donc, comme je vous ai dit, vous voyez, comme les étoiles, comme les planètes qui tournent autour du système solaire, vous voyez comment ça fait au niveau du vortex. Bien là, c'est pareil pour l'étoile Soleil. Elle fait la même chose, elle avance comme ça. Elle avance de cette façon hélicoïdale par rapport à la galaxie. Donc ça fait pas comme ça, comme on pourrait penser le croire avec la vidéo qu'on a vue. Non, elle tourne autour du système de manière hélicoïdale comme ça. Donc elle met plus de 200 millions d'années pour faire le tour de la galaxie. Parce que ça met du temps. Parce qu'elle tourne autour de l'étoile Alcyone. Donc voilà pour cette explication. Donc tout de suite, qu'est-ce que c'est que l'étoile Alcyone? C'est une géante bleue. Alors là, nous voyons cette magnifique photo, voilà, de l'étoile Alcyone et puis des planètes ici. Enfin, des étoiles, excusez-moi. Voilà, des 6 autres étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis l'étoile Soleil, elle n'est pas là. Parce qu'on ne veut pas vous dire la vérité. On ne veut pas nous dire la vérité. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je n'accepte pas que certaines personnes connaissent cette information et pas d'autres. Donc c'est pour ça que c'est une vidéo à partager au plus grand nombre. Parce que c'est pas ce qu'on voit dans les médias. Que l'étoile Soleil tourne autour de l'étoile Alcyone, l'étoile centrale. Et je vous ai montré sa localisation dans la galaxie, l'étoile Alcyone, bien sûr. Alors, bien sûr, très rapidement, géante bleue. Une géante bleue est une étoile très chaude, très brillante et très massive, puis de 18 masses solaires. 18 au minimum, de couleur type bleu spectral. Dans le diagramme Hertzsprung-Russell, les géantes bleues se trouvent dans le coin supérieur gauche à cause de leur luminosité et de leur couleur. Ce sont généralement des étoiles de la séquence principale qui fusionnent leur hydrogène. Cependant, leur masse est suffisante pour leur permettre d'entamer la fusion de l'hélium. Une fois celle de l'hydrogène achevée très rapidement, l'étoile passera à la fusion du carbone, puis à celle de l'oxygène. Elle aura alors constitué un noyau de fer, élément trop stable de par son énergie de liaison que par sa combustion, pour que sa combustion soit possible, quelle que soit la masse de l'étoile. L'équilibre maintenu dans l'étoile par les précédentes réactions thermonucléaires étant subitement rompu, elle explosera en une gigantesque supernova, etc., etc. Donc, très important. Là, nous voyons le schéma. Les naines jaunes comme le soleil, et puis les géantes qui sont là. Et puis on a les super géants comme Canis Majoris, Arcturus et Bételgeuse. Alors, ça nous l'avons vu bien sûr, l'ère du Verseau. Alors je continue, bien sûr, humblement, pour bien comprendre cette séquence. En termes scientifiques, on la désigne comme la ceinture de photons ou bande photonique. Les extraterrestres considèrent cette rencontre des plus importantes chez certaines races avancées. On la considère même comme un dépanneur pour planètes en difficulté. Que dire? Que dire? C'est d'une incroyable ingénierie. Bien évidemment que l'humanité est en difficulté. Et cette planète aussi. On voit. Donnons ici un bref aperçu des mécanismes anticipés relativement à ce phénomène. L'univers tout entier est
et consolidé de vortex à l'intérieur de vortex. C'est ce que je disais. Force centrifuge. Chacun possédant un champ électromagnétique respectif. Imaginez le tourbillon à la force de l'eau immergé dans le plus gros tourbillon. C'est ce que je disais. Ce mécanisme soutient la topologie espace-temps d'Einstein sur la relativité générale. Ces tourbillons d'énergie se transforment en orbite naturelle de l'espace-temps, tels satellites autour des planètes autour des étoiles, des systèmes solaires, autant de plus importants systèmes d'énergie et ainsi de suite. Notre Terre poursuit un cycle orbital d'un an autour du Soleil, mais notre système solaire, une entité en soi, poursuit également une orbite dans ce coin de la galaxie, disons une fois toutes les 24 000 ans. Donc je remonte la photo. Ouais. Il fait une révolution toutes les 24 000 ans. Il existe plusieurs autres systèmes solaires imitant ce cycle un peu comme les planètes du système solaire. Les Pléiades. Donc nous sommes aussi des Pléiadiens. Les Pléiades, qui sont encerclées par la ceinture de photons, sont à une distance de 400 années-lumière de nous. Elles font partie de ce système. En fait, notre système solaire se meut autour d'Alcyone, le soleil central des Pléiades. Donc la ceinture se compose de plusieurs bandes photoniques émanant du centre de la galaxie et reliées à ses bras spiraux. Ainsi, 24 000 années se seront écoulées avant que notre système solaire ne revienne à son point d'origine à l'intérieur de la même orbite. Imaginez maintenant plusieurs systèmes d'étoiles dans une énorme orbite et visualiser leur rencontre avec un gros nuage en forme de Thor ou de Benny, quoi. Ce nuage est souvent décrit comme un amas de particules ressemblant à une amibe, mais la plupart de ces fréquences sont invisibles à l'œil nu. En termes d'astronomie, il s'agit de la ceinture de photons ou encore de la bande photonique. Cela veut dire que notre système solaire traverse 2 fois, effectivement, la ceinture au cours de son orbite de 24 000 ans. D'un point de vue technique, l'épaisseur de nuages photonique est telle qu'il faudra 2000 ans, c'est-à-dire un cycle, à notre système solaire pour le traverser, par conséquent environ 10 000 ans entre chaque rencontre. Or, certaines sources prétendent que notre système ne se journera que 30 à 40 ans à l'intérieur de cette bande, car tout dépendra du niveau de résistance de la race humaine au changement. Donc, bien évidemment, c'est très intéressant. Alors, bien évidemment, je vais terminer cette vidéo pour que peut donc causer la ceinture de photons au niveau de l'espèce humaine. La convergence représente la fin d'un cycle d'activation stellaire expliqué dans l'ouvrage d'Anna Hayes. Ces activations sont déjà en cours et se poursuivront jusqu'aux environs de 2012-2017. Le cycle temporel dure 26 556 ans, ce qui représente la précession des équinoxes. Il provient de la lente oscillation de la Terre au cours de sa rotation et de son orbite autour du Soleil. Ce principe, bien sûr, est connu des astronomies classiques. A noter qu'il ne faudra pas confondre cette période avec le cycle de 24 000 années que prendra notre système solaire à compléter son orbite autour d'Alcyone, le Soleil central des Pléiades. Donc, je vais terminer par ces 2 paragraphes en italique, en gras plutôt. L'activation stellaire se produit lorsque notre système solaire s'aligne avec les bandes de haute fréquence des Pléiades et de d'autres constellations telles que Sirius, Arcturus, Orion et Andromeda. Par la suite, ces bandes convergent et passent toutes par la Terre. Si la Terre est toutefois déséquilibrée en raison d'abus perpétrés par des envahisseurs extraterrestres, les Illuminati, et le comportement général des humains, les hautes fréquences produiront, eh oui, une apocalypse. C'est ce que nous, malheureusement, vivons en ce moment. Là, pour le coup, on peut pas faire mieux. Je vais la répéter cette phrase pour terminer. Si la Terre est toutefois déséquilibrée en raison d'abus perpétrés par des envahisseurs extraterrestres, les Illuminati, et le comportement général des terriens, les hautes fréquences produiront une apocalypse. Que dire pour terminer? On peut pas dire mieux. Alors, cette vidéo est terminée. Alors, la musique est sublime, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous n'avez pas tout compris. N'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires. C'est pas si évident. Pour les connaissances du système solaire, on nous cache beaucoup trop de choses. Parce que tout est lié à ça. Tout est lié à ça. Ça, c'est le niveau ultime des êtres de la galaxie. Donc, tout est lié à ça. Au niveau photonique, au niveau des vibrations. Donc, c'est des êtres extrêmement intelligents. Faut surtout pas oublier ce qui s'est passé à Fukushima et à Tchernobyl. Très bonne série d'ailleurs sur HBO. Très bonne série, effectivement.
que je vous conseille si vous n'avez toujours pas vu. Et vous verrez. Alors, bien sûr, dans la série, ils n'ont pas montré comment ça s'est passé dans les autres réalités de l'Observative, mais je peux vous garantir qu'il y a bien eu. Je n'ai pas de preuves, hein, bien sûr, mais il faut être clair. Ou même la bombe atomique qu'il y a eu, ça a interpellé certaines réalités exobiologiques. Alors, au niveau des années 40, 50, même les essais, vraiment, l'humanité fait beaucoup de mal, malheureusement. Je l'ai montré dans les accords du CETA et l'agenda 21. Donc, tout ça fait que, malheureusement, on converge vers quelque chose de très très grave. Et la crise économique à venir est liée au phénomène céleste. Tout est lié. N'oubliez pas, tout est lié, c'est très important dans la création. N'hésitez pas à mettre un pouce levé pour cette vidéo et la revoir. Vos commentaires, hein, vos informations complémentaires sur vos connaissances scientifiques sont toujours intéressantes, notamment sur le système solaire et d'autres. Bien évidemment, je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Merci.